Merci. Alors, donc je disais effectivement donc l'intérêt des sciences fondamentales. En fait, aujourd'hui, ça paraît être bizarre. On dit toujours que finalement le chercheur il fait des choses qui marchent pas, mais il sait pourquoi, et que l'ingénieur fait des choses qui marchent et il sait pas pourquoi. Je crois que cette espèce de paradoxe est complètement idiot. D'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on a construit une industrie technologique en France dès le 19e siècle et puis au 20e siècle et en Europe. C'est évidemment en faisant les deux à la fois. Parce qu'on ne peut pas avancer si on ne comprend pas. C'est une illusion. Et donc, d'ailleurs, on voit très bien que c'est plus le cas des formations aujourd'hui, souvent d'ingénieurs. Hein, on fait moitié techno, moitié management, et puis la science, on la balance. On voit bien que l'industrie française n'est pas super dynamique, et il y a sûrement une corrélation. Alors nous, ce qu'on essaye de faire à l'ENS, c'est évidemment de conserver ça, d'avoir toujours les deux aspects, d'avoir la science et la technologie en même temps. Bon, alors je dois dire qu'on n'est pas très aidé par votre ministre, là, comment il s'appelle, celui qui a la tête de bisounours, là. Ouais. Je dis votre ministre parce que le nôtre, c'est Valérie Pécresse, hein, on est séparés maintenant, on n'a plus le droit de se... Nous aussi. Ouais, vous on aussi. a les deux, on a les deux. Ah, vous avez les deux, vous êtes riches. Alors, ils ont supprimé l'agrégation de physique appliquée pour l'année prochaine. Bon, j'ai appris hier, ce matin même. Bon, alors on va quand même continuer à essayer de faire les deux. Et puis alors pour vous situer un peu, bon, en fait, moi je suis un petit peu à cheval entre deux mondes, hein, parce que j'ai une formation technologique à la base, j'ai fait un bac F3, pour ceux qui savent ce que c'est encore, oui il y en a, un BTS, l'université Pierre et Marie Curie, et si vous voulez, avec cette double culture finalement, je pense que c'est une manière d'avancer qui est intéressante, ou en tout cas d'avoir un point de vue un peu différent. Voilà, donc je vais vous parler des matériaux magnétiques, qui est mon sujet de prédilection, donc je suis chercheur à SATI, comme l'a dit mon collègue. Alors, je vais vous présenter très brièvement le département E2A, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Les nanomatériaux pour le génie électrique. Alors j'ai choisi ce sujet, bon c'est aussi mon sujet de prédilection, mais c'est un sujet qui est intéressant d'un point de vue, on va dire, technologique, scientifique, mais aussi social, hein, parce que ça suscite beaucoup de commentaires, de peurs et autres. Et puis je vais essayer de vous montrer un peu comment on enseigne ce qui concerne les matériaux magnétiques au département E2A. Voilà, donc pour les chiffres, hein, on est une vingtaine de personnes dans le département. Cette année, donc, on a 42 étudiants en première année, hein, 15 en deuxième année, 19 en préparation à l'agrégation de physique appliquée, 6 en génie électrique, et puis un certain nombre en master. Alors, comment nos recrutements, donc vous voyez comment ils évoluent. Donc cette année, on a 28 PT, 8 PSI, 2 TSI. Donc c'est en forte augmentation pour les PT et PSI. Ça s'explique par le fait qu'on a cette année une augmentation, un doublement d'effectifs dans le département, enfin dans les entrants. Et puis toujours, bon, DUT BTS un petit peu plus, mais grosso modo sur 5 ans, ce qu'on observe comme tendance, c'est à peu près constant pour TSI et DUT. PSI un peu en baisse et PT un peu en hausse. Voilà. Alors pour les masters, alors pour vous montrer un peu la diversité, hein, on a environ 7 étudiants à l'heure actuelle en master 2, génie électrique, hein, alors physique et ingénierie de l'énergie, et puis véhicules et pour le transport durable. Ça c'est commun d'ailleurs avec le département de mécanique, hein, c'est un truc qu'on a fait ensemble. On en a 5 en nanosciences, dont un au Japon, 3 en automatique, 3 en électronique, radiocommunication, 1 en astrophysique et même 1 en sociologie des sciences. Ça, je veux dire que c'est nouveau, mais c'est pas inintéressant. Voilà, alors le cursus, hein, vous le connaissez un petit peu, j'imagine, des classes préparatoires. Alors avant, il faisait au département une licence avec l'Université Paris-Sud, vous l'avez peut-être appris l'année hier, mais maintenant on a une licence commune avec le département de génie mécanique. Et alors ce qu'on voit ici, c'est qu'à la sortie, après, donc ils font tous le master recherche dans le département, 80% font une thèse. On voit 50% deviennent enseignants-chercheurs, environ 10% deviennent chercheurs dans des grands instituts, et 33% donc prennent un poste d'agrégé, donc en grande partie université IUFM voire ENS, et aussi donc dans les classes préparatoires BTS-IUT, et en fait en pré-bac, je crois que c'est devenu totalement marginal, et ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, je pense. Voilà, alors les nanomatériaux, c'est quoi ? Bon, alors,
faut revenir un petit peu à la signification de ces mots. On les utilise un peu à tort et à travers. Qu'est-ce que ça... Tiens, c'est bizarre, ça c'est la tech, hein, excusez-moi, frame title. Qu'est-ce que ça veut dire nanos? Et qu'est-ce que ça veut dire micros? Alors, nanos, en fait, vous retrouvez la racine de nain, ça veut dire effectivement que c'est petit, mais c'est quelque chose qui est petit, mais qui ressemble exactement à autre chose qui est plus grand. Hein. Micros, par contre, c'est très différent, c'est quelque chose qui est petit, mais qui n'a pas son équivalent à l'échelle, on va dire, humaine. Alors, deux exemples. Hein. Endosquelette versus exosquelette. Ça, c'est un Anosaurus rex. Il fait 1,40 m de long. Alors, 1,40 m, c'est pas petit, mais bon, si on compare, par exemple, à un grand théropode ou autre chose, ou d'autres, les plus grands dinosaures, évidemment, c'est vraiment ridiculement petit. Donc, effectivement, il est bien nain au sens où, par rapport aux dinosaures, hein, aux différentes espèces de dinosaures, il est tout petit. La fourmi, 0,008 mètres, bah, elle n'existe pas à l'échelle au-dessus. Hein. Tout le monde sait qu'une fourmi de 18 mètres de long, ça n'existe pas. Alors pourtant, il y a des films super, il y a un film super qui s'appelle L'invasion des fourmis géants, je ne sais pas si vous l'avez vu, une série B américaine formidable, où on voit des fourmis dans les égouts de Los Angeles qui envahissent Los Angeles, qui sont combattues par l'armée américaine, qui est une allégorie très très subtile à la guerre du Vietnam. Et pourquoi, on se dit, mais pourquoi finalement ça n'existe pas une fourmi de 18 mètres de long? Alors, le squelette, il est à l'extérieur dans la fourmi, c'est-à-dire que plus la fourmi va grandir, bon, plus son poids va augmenter, hein, le poids ça augmente au cube des dimensions, son squelette va devoir supporter ce poids-là, mais comme il est à l'extérieur, le rayon va augmenter très vite, et ce qui fait qu'on peut démontrer assez facilement que le poids du squelette va augmenter à la puissance 3,5 de la taille de l'animal. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, la résistance des matériaux étant ce qu'elle est, va finir par s'effondrer. Hein. Tous les gens qui construisent des bâtiments savent ça. Bon, ça, c'est donc, à un moment donné, donc il va y avoir quelque chose, un effet critique où le système ne fonctionne plus. Alors ça, c'est bien, donc ça, c'est bien micros, et ça, c'est bien nanos. Alors, je trouve plus... Voilà. Bon, c'est pas pour frimer, j'ai mis du latin, du grec, de l'anglais, c'est pas... Pourquoi big is efficient? Pourquoi j'ai mis ça? Ça fait 7 tonnes, plus de 7 tonnes, un éléphant d'Afrique. Hein. Bon, maintenant, depuis quelques mois, il y a deux espèces, mais enfin bon, c'est pas grave. Pourquoi? Alors, quelle est la différence entre ces deux animaux? Alors, on est exactement dans le même système physique. Hein. C'est la même thermodynamique, tout ça. Bon, les êtres vivants, c'est avant tout des machines thermodynamiques, hein, pour un physicien. Bon, quelle est la différence entre ces deux-là par la taille? Bon, eh ben, en fait, celui-ci, il a un rapport de surface sur volume qui est beaucoup plus petit que celui-ci. D'accord? C'est pour ça qu'il a des grandes oreilles, hein, c'est pour ventiler, c'est pour évacuer la chaleur. Lui, il est tout petit, donc il doit avoir un cœur qui va pomper une quantité de sang beaucoup plus importante par rapport à sa masse. Tout ça parce qu'il faut qu'il maintienne sa température, parce que comme il est tout petit, il a énormément de surface par rapport à son volume et il dissipe énormément d'énergie. Ce qu'on appelle un effet d'échelle. Bon, ben, c'est un peu le contraire dans les nanosciences, en fait, parce que finalement, vous voyez, si on regarde ça, ouais, dans les nanosciences, ce qu'on appelle les nanosciences, finalement, c'est à un moment donné, on arrive à des choses qui sont toutes petites. Bon, je vous explique un peu. Comment faire la différence entre nano et micro? Parce que finalement, il y avait micro-technologie, puis après on a fait plus petit, donc on a appelé ça nano. Bon, bref. Est-ce que c'est vachement nouveau, la nanotechnologie? Bon, outre le fait que ça, c'est pas très politiquement correct de fumer le cigare aujourd'hui, mais enfin bon. Ça, c'est quoi pour vous? Bon, ben moi aujourd'hui, je dirais c'est un nanocarbon charge polysoprene. Ça le fait, hein, en fait. C'est quoi le pneu? Bah, c'est du latex. Hein, ça vient d'un bête arbre, c'est une bête sève d'arbre un peu traitée. Et puis derrière, on met des particules. Et en fait, bah, dès l'invention du pneu Michelin, on a mis des particules, des nanoparticules de carbone.
Hein. Comment on fait des nanoparticules de carbone? Bah, vous en faites tous les jours en grattant une allumette. Hein. D'accord? Le noir de fumée, c'est des nanoparticules. Donc ça n'a absolument rien de nouveau, la nanotechnologie. Hein. Je peux même vous dire qu'on a trouvé des nanoparticules dans des pots du néolithique. Hein. La deuxième bonne raison de parler de nano, c'est que si vous faites un projet européen ou à l'ANR et que vous dites c'est de la micro quelque chose, vous allez obtenir 1000 balles. Attention. Si vous dites que c'est nano, immédiatement 500 €. Alors, bon, il faut bien gagner sa vie, hein. Faut bien renouveler le matériel du labo, donc on est obligé d'être un peu malhonnête des fois. Alors, c'est quoi la différence? Ben, en fait, ce qu'on voit micro, c'est la technologie, les microtechnologies, c'est ce qu'on faisait il y a quelque temps encore. Enfin, c'est ce qu'on fait toujours, mais c'était finalement un effet d'échelle. C'est-à-dire qu'on était dans des systèmes qui, du point de vue de la physique, étaient complètement identiques, ils étaient juste plus petits. Et aujourd'hui, la nanotechnologie, on est dans une physique qui est différente. Ou alors, en tout cas, une physique qui s'exprime d'une manière différente à cette échelle-là. Alors, un exemple technologique. On va revenir à la physique et à la technologie. Bon, ça, c'est un bobinage de transformateur, un gros transformateur de centrale. Et ça, c'est un micro-bobinage. Bon, combien je passe là-dedans? Bah, vous savez tous à peu près, hein, c'est quelques ampères par mètre. Quelques ampères par mètre carré, ouais. Et ici, bah, on peut passer quelques kiloampères par mètre carré dans une petite bobine comme ça. L'effet, c'est quoi? La physique, elle est complètement la même. Hein. Ici, on n'est pas du tout dans des dimensions où on peut voir apparaître des phénomènes de transport balistique, des trucs quantiques et tout le bastringue. Pas du tout. C'est exactement la même chose. C'est juste le rapport surface-volume qui a changé d'une manière considérable. Et donc, effectivement, bah, ici, là-dedans, je peux passer énormément de courant parce que je dissipe toute la chaleur. Alors, le rapport surface sur volume, il est assez simple à calculer, hein, vous voyez. Ah, il reste un R, là. C'est le diamètre au carré sur le diamètre au cube, et évidemment, c'est un rapport qui évolue en 1 sur D, donc évidemment, c'est une hyperbole, ça évolue très vite. Alors, si je prends une nanoparticule, si je regarde la couche superficielle atomique d'une nanoparticule, hein, la couche superficielle, une couche atomique, c'est à peu près un quart de nanomètre. Je regarde le rapport entre le volume de cette surface, hein, de cette couche superficielle atomique, et le volume du cœur de la particule. Et bon, avec une petite approximation, on trouve quoi? Ben, on trouve que ces deux choses sont égales, hein, le volume de la surface et le volume du cœur sont égales quand j'ai un rapport, quand ma particule fait 7 fois le paramètre de Maille, 7 couches atomiques, ce qui est vraiment ridiculement petit. Et si on veut un rapport de 10%, c'est une particule de 10 nanomètres. Donc on voit que les effets de surface sont déjà un effet considérable. Alors, bon, revenons au magnétisme. Hein. Alors, le magnétisme, qu'est-ce qui régit le magnétisme? Alors, le magnétisme, tout vient des interactions entre les moments magnétiques des atomes. Alors, on a une énergie d'échange. L'énergie d'échange, c'est une énergie qui tend tous les moments magnétiques à s'aligner, hein, tous les spins. Si je tends à les désaligner, j'ai une augmentation de l'énergie d'échange, d'accord? L'énergie d'anisotropie. Donc ça, c'est une énergie qui lie les moments magnétiques entre eux, les atomes entre eux finalement, hein, d'atome à atome. Donc très courte distance. À plus grande distance, j'ai l'énergie d'anisotropie magnétocristalline. C'est quoi? Ben ça, c'est une énergie qui tend à maintenir les spins dans une direction cristallographique donnée. Donc là, on est dans une interaction avec le réseau cristallin, et c'est à beaucoup plus grande distance. Alors, du point de vue de l'anisotropie magnétocristalline, les spins peuvent être comme ça ou comme ça de manière totalement indifférente. L'énergie magnétostatique, alors celle-là, c'est la pire de toutes, parce qu'elle intervient à toutes les distances, aussi bien à l'échelle subatomique qu'à l'échelle du mètre ou même plus loin. Hein. Alors, elle tend plutôt, dans certaines situations, à rendre les moments magnétiques antiparallèles. Hein. Mais elle peut également tendre à les mettre en chaîne, hein, tout dépend de la topologie, et c'est pour ça que c'est très 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 compliqué à prendre en compte. Et puis là-dedans, il y a l'agitation thermique qui va s'opposer à l'ordre. Donc des spins dans tous les sens. Alors si on regarde un peu le spectre, un peu dans les dimensions, hein, donc on voit que tout ce qui est très très petit en dessous du nanomètre, hein, va être forcément paramagnétique parce que je n'aurai jamais assez de spins, ici, pour se coupler ensemble, pour que le système soit capable de contrer le désordre qui est produit par l'énergie d'agitation, par agitation thermique. Si j'augmente un petit peu la taille de la particule, il va se passer des tas de choses parce que
Bon, vous savez que dans les métaux, par exemple, on a une structure de bande, les électrons, ils s'échangent, parce que l'électron qui vient de cet atome-là, il peut sauter dans l'atome voisin, il peut aller même un peu plus loin, c'est d'ailleurs pour ça que ça conduit, les métaux, hein. Il peut aller 2-3 atomes plus loin, puis il peut aller par là, par là, par là, par là, etc. Si je fais la particule très petite, au bout d'un moment, il ne pourra pas aller très loin. Donc on a un effondrement de la structure de bande et une localisation, et là on a un effet critique. Alors là, on n'est même pas dans le domaine du nanomagnétisme, là on est carrément dans le domaine du magnétisme moléculaire. Et puis alors au-dessus de tout ça, il y a le domaine du nanomagnétisme, et puis le domaine du magnétisme classique, sur lequel je vais venir un petit peu plus en détail. Alors ce qui est important, en fait, c'est les longueurs d'interaction dans le magnétisme. Alors on a la longueur d'échange, qui est un rapport, en fait, entre l'énergie entre la constante d'échange et l'énergie magnétostatique. Hein. Donc, la constante d'échange, je vous rappelle, c'est celle qui tend les spins à s'aligner comme ça. Et on a une deuxième longueur d'interaction, qu'on appelle le paramètre de paroi, qui est un rapport entre l'énergie d'anisotropie et l'énergie d'échange, c'est-à-dire qui est dans un rapport on va dire, entre le réseau et le spin de l'atome lui-même. Alors c'est ce qu'on appelle le K1, la constante d'anisotropie du premier ordre. Et quand on joue avec ces longueurs, eh bien l'organisation va être tout à fait différente. Si ma particule est plus petite que cette longueur-là, elle va être forcément monodomaine, c'est-à-dire que tous les spins vont être parfaitement alignés à l'intérieur. Donc une aimantation cohérente. Si elle est plus grande que cette longueur-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que pour minimiser toutes les énergies, en particulier l'énergie magnétostatique, les spins vont s'organiser en deux régions, une région où ils sont comme ça, une région où ils sont comme ça. D'un point de vue de l'énergie d'échange, ils sont toujours localement parallèles, donc pas de problème. D'un point de vue de l'énergie magnétostatique, elle est minimisée parce que le flux se referme sur lui-même dans la particule. Et entre les deux, évidemment, j'ai une zone, ici, où j'ai une transition. Et évidemment, quand je passe d'un atome à l'autre, si les spins sont comme ça, l'énergie d'échange est considérable, et ça, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, les spins, ils tournent graduellement en hélice comme ça, d'un côté à l'autre, et on peut démontrer assez facilement que cette disposition-là permet de minimiser l'énergie globale. Alors ça marche pour les matériaux doux. Pour les aimants, alors entre les deux, j'ai quoi? J'ai une structure en vortex, je vais vous montrer ce que c'est. Et pour les aimants, en général, on passe directement d'une structure à l'autre. D'accord? Alors si je veux un bon aimant, qu'est-ce qu'il faut faire? Droite ou gauche? C'est quoi la droite et la gauche pour vous? Je sais pas. C'est évidemment cette situation qu'il faut pour faire un bon aimant, parce que celui-ci ne peut pas se désaimanter, a priori. D'accord? Alors que là, ici, la particule, évidemment, elle peut se désaimanter. Alors comment on aimante ça? On met un champ dans une des directions, très puissant. La paroi, par exemple, si je mets le champ vers le haut, ici, la paroi se déplace par là. La particule vient dans une situation monodomaine, et parce qu'elle est dure, parce qu'en fait, elle a une constante d'anisotropie très très élevée, cette paroi reste bloquée. Enfin, elle disparaît, elle n'arrive pas à se reformer, et c'est ça qui fait un aimant. Si elle arrive à se reformer, l'aimant se retourne et il se désaimante. Alors évidemment, ici, dans cette situation-là, la paroi, elle se forme et elle se déplace très facilement, et c'est ce qui fait que le fer, par exemple, est très doux, qu'avec un champ très faible, il s'aimante, et si je l'enlève, il n'y a pas de rémanence. Alors c'est quoi des structures en domaine? Alors voilà ce que c'est qu'une structure en vortex. Ici, alors c'est une technique d'holographie électronique, et dans un microscope électronique, c'est assez complexe, mais bon, on voit quoi ici? En fait, les spins, ils s'enroulent autour d'eux-mêmes. D'accord? On est dans la zone intermédiaire entre les domaines et le monodomaine. Donc ils s'enroulent autour d'eux-mêmes, et puis alors au milieu, comme il faut bien minimiser l'énergie, parce qu'à un moment donné, les spins risquent d'être antiparallèles au milieu, ça tourne un peu comme ça vers l'extérieur, et c'est le point qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle un point de bloc, où les spins, ils sortent un petit peu au milieu, et ils s'enroulent autour. Alors ça, c'est une structure en domaine dans un grenat. Alors là, les domaines, ils sont comme ça, ils sont perpendiculaires. L'aimantation, elle est perpendiculaire au plan du tableau, enfin de l'écran. Donc dans les zones de couleurs différentes, ils sont en opposition à 180 degrés, et entre les deux, pas pratique ce truc, et entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien j'ai une paroi de bloc, la fameuse paroi en hélice.
Ça, c'est une tôle de transformateur, enfin de super bons transformateurs, hein, pas ceux qu'on a en TP. Hein. La taille, alors je n'ai pas dit la taille caractéristique ici, c'est à peu près le 10e de millimètre. Hein, donc ça, c'est un grenaditrium, hein, c'est un matériau magnétique transparent, il n'y en a qu'un seul, donc c'est facile à retenir. Ça, c'est donc la tôle de fer silicium. Donc ici, vous avez, on voit un grain, ici, et ici un autre grain avec une orientation cristallographique différente. Alors ici, l'aimantation est exactement dans le plan. Hein. Les bandes noires, les bandes blanches, elles correspondent aux aimantations inverses. Alors ça, c'est de l'effet Kerr, hein, c'est en lumière polarisée, c'est fait en lumière polarisée. Alors, pourquoi ces tôles de transformateurs sont très très bonnes pour les transformateurs? Parce que ces domaines, ils sont très larges, 1/2 millimètre à peu près. Ils sont très larges, ils sont très grands, et dès que je mets un petit peu de champ magnétique dans la direction de ces domaines, ils se déplacent, et le matériau sature tout de suite. C'est pour ça que les bons transformateurs, hein, à grain orienté, ont un cycle d'hystérésis qui est quasiment parfaitement rectangulaire. Alors ça, c'est une autre technique ici. Pour visualiser les domaines à une autre échelle, hein, puisque là, c'est toujours à peu près le même genre de tôle. La différence ici, c'est qu'on utilise des nanoparticules magnétiques en solution, ce qu'on appelle des ferrofluides aussi, qui sont dilués. Et qu'est-ce qui se passe? Les domaines sont dans le plan. Les parois, donc puisque les domaines sont dans le plan, les parois ont une aimantation qui va tourner hors du plan. D'accord? Donc je vais avoir un gradient de champ hors du plan le long des domaines, sur ces parois de blocs, et donc les nanoparticules, elles vont venir s'agglutiner là. Alors, qu'est-ce qui existe comme matériaux nanostructurés? Alors, comme on s'intéresse aux applications, je vais vous parler des matériaux doux pour l'intégration de puissance. Vous savez, aujourd'hui, en électronique de puissance, moi, quand j'ai commencé l'électronique de puissance en BTS dans les années 80, on faisait des hacheurs à thyristor à 1 kHz. C'était super, mais ça faisait du bruit. Et c'était très gros. Aujourd'hui, on fait des alimentations à découpage à 1 MHz. Bon, donc la problématique des matériaux n'a plus rien à voir. Donc on a besoin impérativement de ferrite. Pourquoi? Alors parce que pour la résistivité, hein, bien sûr. Les matériaux qui existent, ils ont un problème, c'est que les manganèse-zinc ont un point de Curie assez bas, et aujourd'hui on veut tout faire chauffer de plus en plus, surtout dans les avions. Les ferrites nickel-zinc, ils ont une perméabilité relativement faible, hein, ils ne sont pas très très doux. Et on ne peut pas coffriter avec le cuivre. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ce que ça veut dire un peu plus loin, c'est pour faire des composants intégrés. On a aussi les amorphes dans les matériaux possibles. Les amorphes, on n'aimait pas les utiliser parce on pensait qu'ils n'étaient pas stables. Hein. Les amorphes, ce n'est pas cristallin, donc on a toujours peur qu'ils cristallisent. C'est des verres, hein, c'est des verres métalliques. Bon, à l'heure actuelle, je pense que les verrous sont levés, et je pense que dans quelques années, on verra EDF va installer massivement des transformateurs à noyaux amorphes, parce qu'ils consomment 10 fois moins à vide. Faut se rappeler quand même qu'en France, les pertes à vide des transfos de distribution sont fournies par 2 tranches de centrales nucléaires, qui travaillent rien que pour ça. Alors, le problème des amorphes des nanocristallins, c'est un peu la mise en forme, hein, c'est des rubans qui font 20 microns, donc c'est des feuilles comme des feuilles de papier, et c'est assez difficile de faire des choses un peu solides. Donc en fait, le principal problème des amorphes, c'est le fait qu'ils sont tellement fins que ce n'est pas un matériau qui peut servir de matériau de structure, comme dans un transformateur, c'est la tôle du noyau qui tient les bobinages. Hein. Mais là, c'est pas possible. Donc c'est un petit problème. Et puis alors les aimants, actuelle, le problème, c'est le coût des terres rares. Alors les terres rares ne sont pas si rares que ça, mais elles sont en Chine. Et donc il y a évidemment un problème géopolitique important. En plus, il y a un autre problème, c'est que les terres rares, c'est des atomes qui ont beaucoup d'électrons, hein, 90 et quelques, ce qui fait que, on n'est plus à un électron près à ce niveau-là, et donc les propriétés chimiques, elles sont quasiment les mêmes. Donc pour les séparer, c'est la croix et la bannière. Donc, ce qui coûte très très cher, c'est la séparation des terres rares aussi, hein, en plus. Donc, en fait, on veut aujourd'hui essayer de s'en passer. Et la solution à tout ça, c'est les nanomatériaux. Enfin, j'espère. Alors, les ferrites. Les ferrites, c'est des oxydes de type spinel, hein, c'est comme la magnétite, hein, la pierre d'aimant, hein, naturelle, qui est connue depuis au moins 685 avec Thalès de Milet.
Aujourd'hui, ben, on fait varier les compositions, donc on utilise la famille nickel, parce que nickel-zinc, pourquoi nickel-zinc? Parce qu'ils sont isolants. Alors au mégahertz, c'est important. Au kilohertz, les manganèses-zinc sont bien assez isolants, mais au mégahertz, c'est plus possible. Donc on s'oriente vers la famille nickel-zinc, et puis on rajoute du cuivre. Alors le cuivre a deux utilités. Ben, c'est qu'on peut jouer sur la perméabilité avec le cuivre, et on peut jouer aussi sur la température de fritage. C'est-à-dire que les ferrites, hein, c'est des poudres, c'est des céramiques, hein, c'est des poudres, on les mélange, on les compacte, on les cuit au four, et toutes ces petites particules se soudent. Hein, c'est ce qu'on appelle le fritage, et c'est ça qui les rend solides. Bon, un exemple typique de propriété de ces matériaux, vous voyez, la perméabilité, elle n'est pas très élevée, hein, on est dans la centaine là, mais bon, vous voyez qu'en fait, on peut les utiliser facilement à 10 MHz. D'accord ? Donc après, peu importe la valeur de la perméabilité, il vaut mieux quelque chose qui a une perméabilité de 100 à 10 MHz que quelque chose qui a une perméabilité de 1000 à 100 kHz. C'est 10 fois mieux. Hein, c'est le produit des deux qui est important. Alors, donc l'avantage de ces ferrites nickel-zinc-cuivre, c'est qu'ils sont utilisables dans la bande radio, hein, donc 10 mégas ou même un peu plus, hein, si on s'arrange bien, et on peut ajuster la température de fritage de telle manière que ce soit compatible avec le cuivre. Et ça, c'est important parce qu'à ce moment-là, je vais pouvoir faire un composant où je vais mettre le bobinage à l'intérieur. Alors, le fritage Spark Plasma Sintering, c'est quoi? C'est un truc extrêmement simple, c'est assez nouveau, mais c'est très simple. Je prends ma poudre, je la mets dans un moule en graphite avec des électrodes, je balance des pulses de quelques milliers d'ampères là-dedans, et en quelques minutes, au lieu de plusieurs heures, je peux friter à peu près n'importe quoi. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, alors je peux friter non seulement n'importe quoi, mais à température beaucoup plus basse. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, on descend, le fritage des ferrites, normalement, c'est dans les 1200 degrés. Aujourd'hui, on descend à 700 degrés. Et à 700 degrés, on peut friter avec du cuivre. Alors voilà ce qu'on peut faire. L'idée, c'est ça. Alors par exemple, une inductance ici, vous voyez, je mets dans mon appareil, en fait, finalement, dans mon moule, je mets de la poudre de ferrite, je mets éventuellement une poudre de diélectrique, ou pas d'ailleurs. Je mets une spirale en cuivre qui a été découpée au préalable au laser par attaque chimique ou n'importe quoi. Je rajoute un peu de poudre dessus, j'appuie là-dessus, je balance mon courant et j'obtiens quoi? Ben, j'obtiens ça, cette petite pièce-là, qui est une inductance qui est complètement monolithique. Hein, c'est-à-dire que tout est noyé à l'intérieur, c'est une pièce qui est complètement solide, il n'y a pas un bobinage que je viens de tourner autour, etc. Alors quel est l'avantage de ça? Ben, vous voyez que comme le bobinage est complètement frité dans la masse, le transfert thermique est excellent, il n'y a pas d'air du tout. Hein, et donc du coup je peux augmenter, ben, c'est comme dans le cas de la micro-bobine, hein, finalement, je dissipe plus, donc je peux mettre plus de courant. Voilà, alors en plus c'est tout petit, et ça peut carrément se souder sur le circuit imprimé directement. Alors les nanocristallins, c'est plus compliqué à intégrer parce que les nanocristallins, en fait, donc c'est des rubans, comme je vous dis, ça ressemble un peu à du papier, sauf que c'est coupant comme un rasoir, mais du papier aussi, remarqué. Donc c'est un verre métallique. Donc on l'enroule, hein, on peut faire que des rouleaux. Alors ils ont un avantage, par contre, c'est qu'on peut démontrer que le champ coercitif, il est lié à la constante d'anisotropie. Donc la constante d'anisotropie, c'est ce qui lie le spin à son réseau. Et si le spin est très fortement lié au réseau, il ne peut pas tourner. Donc ça fait un très bon aimant, mais ça ne fait pas du tout un matériau doux. Ça ne fait pas une grande perméabilité. Donc ce qu'on a besoin, c'est que cette constante soit faible. Or, la constante, elle est ce qu'elle est. Mais, qu'est-ce qui se passe? Si on se rappelle que si les particules sont toutes petites, elles sont plus petites que la paroi, hein, que le paramètre de paroi de bloc, qui fait une centaine de nanomètres, allez, à peu près. Si les particules sont plus petites, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, l'anisotropie, elle est moyennée par un processus de marche aléatoire, hein, qui est un truc de statistique, de maths. Hein. Elle est moyennée par la racine carrée du nombre de particules qui se trouvent dans le volume dont la taille est la longueur d'échange, hein, le paramètre de paroi. Et donc, si je mène le calcul, que je regarde tout ça, je m'aperçois que mon champ coercitif va décroître, hein, avec une puissance, avec une puissance 6. C'est-à-dire qu'on va être dans cette zone-là. Alors les matériaux classiques, ils sont ici, ils suivent une loi, vous vous rappelez, 1 sur D, loi d'échelle. C'est une loi d'échelle, plus les grains sont petits, plus les parois ont de points pour s'accrocher, plus le champ coercitif augmente. Et quand j'arrive à une certaine dimension,
typique le paramètre de paroi, boum, tout s'écroule, le champ coercitif décroît avec la puissance 6. Et ça, c'est extrêmement intéressant, puisque si je descends à 10 nanomètres, à une dizaine de nanomètres, mon champ coercitif peut être inférieur à 1 ampère par mètre. On arrive même à 0,5 ampère par mètre, ce qui est totalement ridicule. C'est-à-dire que le champ terrestre suffit à aimanter votre matériau. Alors ça, c'est très très utilisé aujourd'hui de plus en plus dans l'industrie, à part que ce petit problème de mise en forme, évidemment, qui est lié à la structure en ruban. Alors, la dernière voie qui est intéressante pour les... Je vous ai dit qu'on n'avait plus de terres rares. Les aimants, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple les ferrites, mais les ferrites ne sont pas suffisamment rémanents. Alors, on va essayer de tirer parti des propriétés. Alors, les matériaux durs, en général, ont une aimantation pas très forte, mais une forte rémanence. Et les matériaux doux, eux, ont une aimantation très forte, mais pas de rémanence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On se dit, si je mélange les deux, je pourrais peut-être essayer de tirer parti de tout ça. Mais qu'est-ce que je fais? Si je mélange, par exemple, un bout de fer et un bout d'aimant néodyme fer-bore, autrement dit, je prends les deux, je les colle ensemble et puis je mesure pour voir ce que ça fait, il est évident que ce qu'on va avoir, vous avez par exemple le cycle du fer en verre, le cycle de l'aimant ou du ferrite, peu importe, ça peut être un aimant ferrite au barium, qui est comme ça. Je mélange les deux. En fait, je fais la somme des deux cycles et j'obtiens ce cycle bizarroïde. Et évidemment, c'est ce qu'on pouvait attendre. Par contre, c'est évidemment pas ce qu'on cherche. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Ce qu'on voudrait, nous, c'est que finalement, je mélange les deux, que je conserve plus ou moins le champ coercitif, mais que j'augmente la rémanence, c'est-à-dire dire que le vert plus le rouge, ça donne le bleu. Ce serait quand même vachement mieux. Parce que là, si vous regardez, le point qui est ici, qui correspond au produit d'énergie, donc ça, c'est le paramètre de l'aimant qui est important technologiquement, le produit BH max, vous voyez qu'au lieu de là, on est là, donc ça n'a plus rien à voir. Alors, comment faire ça? Ça peut marcher comment? Ça peut marcher que si je mets, par exemple, mes particules de fer, donc doux, dans une matrice dure, et que la taille de cette particule est plus petite que ses longueurs de corrélation. Si c'est le cas, à ce moment-là, les deux phases sont totalement couplées entre elles, et on espère que la particule douce est complètement, à son aimantation qui est complètement bloquée par la matrice dure, et donc que quand je vais appliquer un champ ici qui va diminuer un champ inverse, au lieu d'avoir les particules douces qui se retournent tout de suite à un champ très faible, elles vont rester bloquées par les dures, et elles ne vont se retourner que quand les dures vont se retourner. Alors ça, c'est un rêve, on n'est pas tout à fait encore arrivé. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le contraire. C'est-à-dire, j'ai un matériau qui est dur, mais qui a une propriété intéressante, par exemple une forte magnétostriction. Alors, la magnétostriction, c'est quoi? C'est le fait que, quand j'aimante un matériau, il s'allonge. Mais les matériaux qui ont une forte magnétostriction, eh bien, ils sont très durs en général. Donc on peut faire l'inverse, mettre le dur au milieu, dans une matrice douce, pour retourner le dur à un champ très faible. Et ça marche par contre. Voilà. Bon, voilà pour ce qui est de la recherche à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'on peut faire donc en matière d'enseignement? Il vous reste quelques minutes. Quelques minutes, c'est tout? Oui. Bon, je parle trop. Les équations de Maxwell. Alors, en prépa, les équations de Maxwell, c'est dans le vide. D'accord? Et nous, à charge à nous de les faire dans la matière. Combien il y a d'équations de Maxwell? Comme j'ai été trop vite, vous avez vu. Il y en a, Maxwell a dit, il y a 21 équations de Maxwell. En fait, il y a 7 séries d'équations différentielles sur les x, y, z. Les équations que vous connaissez, c'est qui les a écrites? Vous savez? C'est Oliver Heaviside, qui a inventé les rotationnels, les gradients, les divergences, qui a fusionné, donc, alors de 21 on passe à 7 quand on écrit en vectoriel, et puis en plus ensuite il en a fusionné plusieurs, ce qui fait que de 7 il est passé à 4. Alors Oliver Heaviside, c'est un gars qui a quitté l'école à 16 ans, je vous signale. Donc, et d'ailleurs, les physiciens lui ont jeté des pierres parce qu'ils disaient que c'était pas rigoureux mathématiquement. Alors bon, voilà, alors vous les connaissez, pas de problème. Et puis alors vous savez aussi que comme ça, on passe dans la matière. Et alors le problème, c'est de passer de l'un à l'autre. Et comment on explique ça? Alors évidemment, on peut balancer ça.
Mais le problème, c'est que comment comprendre on comprend bien ce que c'est que B et E, hein, parce que finalement, ça, c'est les champs fondamentaux. Hein, on a la force de Lorentz. Dans la force de Lorentz, il y a B et E. On comprend bien ça. Bon, on peut aller gratter un peu plus loin en disant que B est une conséquence relativiste de l'invariance de la charge, bon, avec la vitesse, d'accord. Bon, mais on peut rester quand même à B et E, c'est plus raisonnable. Mais après, comment on passe à ça? Et surtout, comment on passe à H? C'est quoi H, finalement? C'est quoi H? C'est quoi D? Alors c'est ça que j'essaye d'expliquer en fait aux étudiants en général. Alors c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Alors pour D, une matière qui est diélectrique, vous prenez un cristal ionique, bah, évidemment ce cristal ionique sous un champ, les charges vont être attirées de côté opposé, hein, les moins vont être attirés par là et les plus par là, et on crée un dipôle. D'accord? Et c'est pas facile à comprendre parce que ce dipôle-là, il s'oriente à l'inverse du champ E. C'est un dipôle dépolarisant. Alors pourquoi quand je mets un diélectrique, un bon diélectrique, pourquoi mon condensateur augmente? En fait, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas oublier qu'ici, j'ai des plaques de chaque côté, j'ai mes plaques de condensateur. Et qu'est-ce qui se passe? Si je crée un dipôle dépolarisant qui s'oppose à E, ça va faire que j'ai des sortes de charges liées qui vont s'accumuler de signes opposés sur la plaque. Ça veut dire que je vais réduire la charge sur la plaque. Et si je veux maintenir la même tension, je vais être obligé de faire venir des charges de l'extérieur en plus, que je n'aurais pas si c'était le vide. Et c'est quoi un condensateur? La capacité d'un condensateur, c'est quoi? C'est sa capacité à stocker des charges. Donc quand je mets ce matériau, qui va se polariser d'une certaine manière en inverse, ben en fait, il va pouvoir stocker plus de charges. Alors comment on arrive à là? Ben on dit, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Je mets la même tension, hein, j'ai toujours mon rotationnel, mon epsilon, j'ai toujours mon epsilon nabla E qui est égal à mes charges libres. Et les charges libres, c'est quoi? C'est ce que je peux mesurer avec un ampère-mètre. Et puis, à ça viennent s'ajouter, ici, les charges de la matière. Et ces charges de la matière, bon, ça ne m'intéresse pas de les exprimer de cette manière-là. Hein. Donc là, c'est plus parce que ici, elles sont en moins. Hein. D'accord? Donc je les passe de l'autre côté, elles sont plus. Ça ne m'intéresse pas de les écrire comme ça, puisque moi, ça m'intéresse d'avoir quelque chose qui est en rapport avec le vecteur E. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis, c'est pas compliqué. De toute façon, tout scalaire peut s'exprimer sous la forme du gradient d'un vecteur. Et donc je l'introduis là-dedans. Et j'arrive à ce terme, je dis c'est epsilon 0 E plus P, je dis c'est D. D'accord? Et j'ai une relation finalement entre ce vecteur-là que je viens d'inventer et les charges libres extérieures que je peux mesurer. Alors en magnétisme, le problème est le même, à peu près le même, sauf que on va dire que les courants, on va dire que finalement, si j'applique un champ à un matériau magnétique, l'induction est plus forte que s'il n'y avait pas de matériau magnétique. Pourquoi? Parce qu'il y a des courants à l'intérieur, des courants ampériens, qui créent un champ qui s'ajoute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oui, j'ai mes courants ohmiques, ça c'est ceux que je mesure avec mon ampère-mètre, j'ai mes courants ampériens qui sont à l'intérieur, qui tournent. Alors, c'est quoi les courants ampériens? C'est les électrons, hein. En fait, c'est les spins des électrons qui tournent sur eux-mêmes. Et puis, je dis quoi? Je dis que finalement, ce courant ampérien, je ne sais pas le mesurer, donc je veux l'exprimer de la même manière que B. Donc, pour l'exprimer de la même manière que B, je dis, oui, c'est normal, tout vecteur peut s'exprimer sous la forme d'un rotationnel d'un autre vecteur. Et puis, j'arrive à cette équation-là, qui est exprimé en fonction des charges ohmiques. Et ça, je dis, c'est quoi? C'est H. Alors finalement, H, c'est quoi? Finalement, H, c'est pas grand-chose. C'est quand je mets de la matière, c'est le bout qui manque pour décrire B correctement. Voilà. Vous allez devoir conclure. Donc, je vais devoir conclure. Donc après, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'expliquer aux étudiants comment on passe, on a des spins dans une structure, comment on passe de la structure électronique en disant, voilà, les électrons, ils sont comme ça, ils se rangent comme ça, on a les règles de Hund, on sait ce que c'est qu'un spin, on calcule tout un tas de choses, et on arrive à calculer le moment magnétique, carrément, exactement le moment magnétique par exemple, ici, mon motif, c'est de la magnétite. De là, on passe à la phénoménologie, on explique ce qui est différent, les différences entre dur et doux, etc. Au passage, on tord le cou à l'idée qu'il y aurait une grandeur qui s'appellerait l'induction à saturation, que l'induction à saturation, ça n'existe pas. L'induction ne peut jamais saturer, puisque si H tend vers l'infini, B tend vers l'infini fatalement. Ce qui sature, c'est la polarisation magnétique ou l'aimantation. Voilà.
Donc on fait des calculs de circuit pour arriver, après, une fois qu'on arrive à ça, on arrive à des problèmes pratiques. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye de partir depuis l'atome et d'aller jusqu'à l'application. Bon, je fais un peu de théorie du magnétisme en agrégation, mais ça on va oublier, puisque l'agrégation est supprimée, et puis qu'il est tard. Et voilà, on explique aussi la structure en domaine, hein, qui est indispensable pour comprendre le fonctionnement des matériaux. Et tout ça pour arriver aux applications, et que les étudiants comprennent en fait qu'il ne faut pas toujours les mêmes choses pour faire un bon matériau magnétique. Si je veux faire un transformateur, il faut une grande polarisation parce que je veux une grande induction. Okay, donc je vais prendre des trucs riches en fer ou en cobalt. Enfin, cobalt si je suis riche, hein, pour les militaires, ça va. Si je veux faire un transformateur de courant, je veux absolument pas que la polarisation magnétique soit grande. Au contraire, j'aime mieux qu'elle soit toute petite. Parce que si j'ouvre le transformateur au secondaire, vous savez que ça fait des flashs normalement, mais si J est vraiment tout petit, si la polarisation est toute petite, ben ça diminuera l'amplitude de ces flashs. Donc on a intérêt à ce qu'elle soit petite. Par contre, il faut que la perméabilité soit très grande. Hein. Alors ça veut dire, ça c'est la texture, hein, il faut que ce soit plutôt anisotrope. Dans les machines électriques, le problème est différent. Ce qu'on veut, c'est que ce soit anisotrope, parce que le champ, il va tourner dans la tôle. Et puis en électronique de puissance, ce qui va être important, c'est la résistivité. On veut aussi que ce soit anisotrope et que ce soit la résistivité. Et donc à chaque fois, on a des familles de matériaux qui correspondent à différentes applications. Et on ne peut pas dissocier les deux. Et d'ailleurs, de toute façon, tous ces matériaux ont été développés dans un unique but, celui de répondre à une application pour laquelle il n'y avait pas de réponse à ce moment-là. Voilà, je vous remercie. Merci. On a le temps pour une question rapide. Est-ce qu'il y a une question dans le public ? Michel, une question ? Oui, bonjour. Est-ce que, compte tenu de la rareté maintenant de certains matériaux, hein, nickel, à part le fer, effectivement, qui ne va pas trop s'épuiser, mais pour les autres, nickel, cobalt, manganèse, etc., terres rares, j'en parle même pas, est-ce qu'il y a des techniques de recyclage, justement, des ferrites une fois qu'elles ont été fabriquées ? Ça se fait, ça existe, ou c'est pas possible ? Alors, c'est tout à fait possible, mais ça n'existe pas. Alors, il faut bien voir que le ferrite, bon, les ferrites, de toute façon, contiennent pas tellement d'éléments rares. Hein. Même dans les ferrites de nickel, il y a souvent, donc pour une mole, hein, pour une mole de Fe3O4 ou quelque chose comme ça, donc on va substituer 0,2, 0,3, 0,4 de nickel, ce qui n'est pas beaucoup. Et le nickel n'est pas tellement rare quand même. Hein. Bon, il est relativement cher, mais c'est pas très sensible. Hein. Alors le cobalt, c'est ultra sensible parce que le cobalt, il y a, je crois, quelque chose comme plus de 40% ou 60% de la réserve qui se trouve en République démocratique du Congo. Alors je ne sais pas si le cobalt est cher parce qu'il y a la guerre au Congo ou le contraire, mais enfin à mon avis, il doit y avoir un peu des deux. Donc là, c'est une situation qui est difficile. Les terres rares, on va dire que les Russes et les Américains commencent à réexploiter leurs gisements pour des raisons stratégiques. Parce qu'ils se disent, ben pour l'armée, il y a des aimants néodyme fer-bore, samarium cobalt dans plein d'applications militaires, et ils veulent être indépendants des Chinois, donc ils réouvrent des usines et des mines pour la production des terres rares pour des raisons stratégiques. Donc pas de recyclage pour le moment ? Alors le recyclage, il va falloir y passer, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de filières pour ça. Alors il se trouve aussi que c'est des trucs pas polluants, parce que finalement les filières de recyclage, elles se sont beaucoup développées autour des trucs polluants, hein. Bon, à part le verre, évidemment, mais là, bon. Alors avec la rareté, ça va devenir indispensable, effectivement. Ça, c'est sûr. Mais tout ça est complètement recyclable. Ça se refond. Bon, les oxydes, ça se rebroie, ça se remélange avec d'autres oxydes, et il n'y a aucun souci. Merci, Monsieur Mazzalera.